à Régine Prato, qui est, elle, en Égypte. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Moi, je suis très… D'ailleurs, j'ai le cœur qui palpite. Hein. Donc, je tiens à vous remercier vivement, Monsieur le Président, de votre écoute et puis de votre engagement auprès de nos communautés partout dans le monde pour vous être inquiétés et mobilisés lorsque les premiers touristes positifs au Covid-19 ont été isolés, maltraités pendant 40 jours au milieu du désert libyque. Vous savez à quel point, dans certains pays, nous sommes inquiets parce que nous n'avons pas de réseau sanitaire. En ces temps de pandémie, les Français de l'étranger et plus spécialement ceux résidant hors Europe sont particulièrement inquiets et en attente de solutions. Jean-Baptiste Lemoyne a dit le 19 mars dernier, je cite, « Les négociations diplomatiques avancent pour permettre à la France d'acheminer les doses vaccinales sûres dans des pays dans lesquels elles ne seraient pas disponibles. » À ce jour, on n'a encore rien vu. Et après maintes relances au cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, moi, on m'a donné un monsieur qui s'appelle Jean-François Courant pour m'aider à trouver des solutions. Mais j'en entends plus parler. Nous n'avons aucune nouvelle et nous sommes interrogés quotidiennement par nos communautés, à savoir, y aura-t-il un vaccin homologué à notre disposition très bientôt? Si nous sommes vaccinés avec Sinopharm, parce qu'en Égypte, c'est essentiellement le Sinopharm et maintenant beaucoup l'AstraZeneca, que plus personne ne veut en Europe, donc seront-ils acceptés sur le passeport vaccinal? L'Europe a douté de l'AstraZeneca et même si elle doute encore un peu ou un peu moins aujourd'hui, nous retrouvons ce vaccin en masse chez nous, en Afrique. Serait-il reconnu également sur le passeport vaccinal européen? Comment savoir quels sont les pays concernés par l'annonce de Jean-Baptiste Lemoyne? Le rapport auprès des postes diplomatiques a été orchestré par la DFAE, qui ne veut pas communiquer à ce sujet. D'autre part, nous avons eu des offres de vaccins homologués par diverses personnes et la dernière en date, c'est une scientifique docteur en chimie moléculaire du CEA, actuellement à l'hôpital Georges Pompidou, en charge d'une plateforme de détection et de vaccination Covid. Elle est franco-égyptienne et se propose de transporter les doses de vaccins dont nous pourrions avoir besoin. En effet, surtout pour des gens qui ont des comorbidités importantes, diabète ou asthme, on aurait besoin de ces doses le plus rapidement possible. À nous de les payer avec son billet d'avion au Bercy, c'est sûr. En dernier recours, pour nos compatriotes qui ne peuvent pas rentrer, ne pourrions-nous pas nous rapprocher de ces options sérieuses pour retrouver un peu de sérénité face à une crise qui va durer chez nous, en tout cas en Afrique? Voilà, Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci Régine. Je passe maintenant la parole à Christian Barros du Congo. Oui, vous m'entendez? Allô? Bonjour, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais vous poser une question plutôt économique. Que comptent faire les autorités françaises pour aider les EFE en ces temps de crise? Soit des aides financières via des structures comme l'AFD, mais je trouve que ce sont des procédés extrêmement difficiles à mettre en place, très longs et à mon avis impossibles, ou plutôt nous aider, par exemple, à contre-garantir les assurances telles que la COFAS pour nous permettre d'importer les produits français. Parce qu'actuellement, il faut savoir que la COFAS ne garantit rien et donc nous sommes obligés de payer les exportateurs français, on est obligé de les payer cash, ce qui, vous le conviendrez, est extrêmement difficile pour nous. Voilà, très rapidement, ce sujet économique qui préoccupe toutes les EFE de l'Afrique. Merci Christian. EFE pour les non-initiés, les entreprises françaises à l'étranger. Je passe la parole
à Balkis Kaouk au Sénégal. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, ma question va porter sur la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Comme vous le savez, la fermeture des comptes bancaires des Français de l'étranger a entraîné de gros problèmes pour le règlement des cotisations à la CFE. Le règlement par virement coûte excessivement cher en frais. Par contre, la seule solution reste le paiement par carte bancaire. Malheureusement, il est impossible. On ne peut pas faire cette démarche car le champ carte bancaire sur le site est bloqué. On nous dit que cela est dû à la localisation de l'ordinateur en Afrique. Donc, que peut-on faire pour régler ce problème qui entraîne des retards de règlement pour les adhérents avec toutes les conséquences que vous imaginez? Merci Balkis. Je passe maintenant la parole à Michel Darwish qui est au Mali. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à tous. Moi j'ai deux petites questions. Comme ma collègue Balkis, j'ai beaucoup de compatriotes qui se plaignent que leurs comptes ont été fermés et pour nous c'est un gros problème. Comment payer notre sécurité sociale? Comment venir en vacances en France et faire nos dépenses? Parce qu'on vient une fois par an et on dépense beaucoup quand on rentre chez nous. Voilà, ça c'est la première question. Seconde question très importante, Monsieur le Président. Nous sommes au Mali. Comme ma collègue Martine Voron au Burkina, nous avons de gros problèmes avec la guerre. Nos forces sont là. Barkhane est là. Barkhane fait un travail extraordinaire. Mais nos amis tchadiens nous ont quittés il y a quelques jours. Que va-t-il se passer? Est-ce que Barkhane va prendre tout sur elle? Est-ce que Barkhane va se retirer? C'est la question qu'on me pose depuis quelques jours. Je ne sais pas quoi répondre. J'ai dit normalement, on est là pour rester, mais on ne va pas rester indéfiniment. Que va-t-il se passer, Monsieur le Président du Sénat? Je pense que vous avez peut-être des petits secrets à nous donner entre nous. Je vous remercie. Merci Michel. Et je passe la parole maintenant à Martine Voron, ça tombe bien, qui est au Burkina Faso. Bonjour Monsieur le Président. Merci de bien vouloir nous accorder un peu de temps précieux. Au préalable, avant de vous poser mes questions, je voudrais saluer la mémoire et le courage des deux ressortissants espagnols, du ressortissant irlandais et d'un agent burkinabé assassiné hier soir ou ce matin dans la région de Pama au Burkina Faso par un groupe islamiste. Le Burkina est une fois de plus touché et je peux rebondir également sur la question que posait Michel Darwish. On craint beaucoup avec le départ du bataillon tchadien qui était sur la zone des 3 frontières une dégradation de la situation sécuritaire. Voilà. Ma question va porter sur les établissements français. En Afrique de l'Ouest, dans les pays sahéliens touchés par le terrorisme, les établissements français gérés par l'AEFE rencontrent de plus en plus de difficultés pour recruter des enseignants titulaires dits résidents. Ce manque d'attractivité est bien souvent lié à la situation sécuritaire et aussi à la situation sanitaire actuelle, mais également à un montant de l'ISVL, indemnité sur la vie locale, faible ou pas assez revalorisé. Si ces établissements veulent rester attractifs, c'est bien souvent à l'APE, qui gère les lycées, de proposer un package qui impacte par conséquent son budget et les frais de scolarité. Par conséquent, des postes d'enseignants restent non pourvus, ce qui conduit des établissements à recruter localement. Et l'on peut craindre une baisse de la qualité de l'enseignement à la française. Serait-il possible de convenir avec l'AEFE de maintenir à leur poste ces professeurs titulaires au-delà des 6 années maximum de leur contrat, s'ils le souhaitent bien entendu, dans ces pays dits sensibles? Merci beaucoup. Merci Martine. Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, je vous propose de céder la parole pour répondre à ces 5 questions. Je vous cède donc la parole.
Je voudrais d'abord saluer amicalement Régine Prato. J'avais eu l'occasion d'apprécier son engagement lors de mon déplacement officiel en Égypte. Et on a le souvenir, elle l'a évoqué, de nos échanges l'an dernier à toute heure pour porter assistance à des compatriotes qui étaient à la frontière libyenne dans des conditions assez… Je dois dire que j'en ai retiré une très forte admiration pour l'engagement qui a été le vôtre au service de nos compatriotes. Vous m'avez demandé, mais c'est vous qui devez l'être en particulier dans le cadre des compatriotes, tester, je le rappelle, à l'époque positive. Mais je reviens sur les vaccins. Sur les vaccins, c'est important ce que je vais vous dire parce que j'y reviendrai tout à l'heure au travers de la deuxième question. Il y a demain au Conseil des ministres dans notre pays, et ce matin j'ai échangé en tête-à-tête avec le Premier ministre, ce qui va être le pass vaccinal. Et vous voyez que pour venir sur le territoire métropolitain ou ultramarin, il y aura un certain nombre de conditions à remplir, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Sur les vaccins, il faut quand même le dire, le gouvernement s'est livré à un exercice qu'il aime bien. Il a fait des annonces, il a fait de la communication. Plus d'un mois après les annonces du secrétaire d'État sur l'acheminement de doses de vaccins, vous me dites que vous n'avez toujours rien. L'administration ne vous répond pas, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les décisions n'ont pas été préparées en amont sur ce sujet et sur ce dossier. En fait, il n'y a pas eu de réelle anticipation sur ce dossier vaccin pour les Français établis hors de France. Il a pris conscience du problème, je le crois maintenant, une fois que celui-ci s'est posé. Donc, il est traité au cas par cas, sans cohérence ni logique. Si vous voulez disposer dans bien des cas d'un approvisionnement certain en vaccins, je parle de vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament, vous êtes obligé soit d'aller en France, soit de recourir au système que vous avez évoqué, chère Régine Prato, on pourrait appeler le système D, payer, comme vous l'évoquez, le billet d'avion d'un médecin pour qu'il emporte des doses de vaccins depuis Paris. Ce n'est pas sérieux. Je rappelle quand même qu'en 2009, lors de la pandémie de grippe A, H1N1, le gouvernement avait organisé une campagne de vaccination à destination des Français établis hors de France. Alors, vous posez une question de fond. Les vaccins non homologués par l'Union européenne, vous avez cité Sinopharm, qui sont parfois les seuls à votre disposition, seront-ils pris en compte dans le futur passeport vert de l'Union européenne? Je vais vous livrer ma conviction. Soit le gouvernement est en mesure de vous fournir un vaccin homologué au sein de l'Union européenne, soit le vaccin reçu doit être inclus dans le certificat sanitaire mis en place par l'Union européenne. Sinon, il y aurait une inégalité manifeste. Je me propose, et je tiendrai au courant mes collègues, d'écrire cette semaine au commissaire européen Thierry Breton sur ce sujet qui vous préoccupe. Et je vais en même temps rappeler au secrétaire d'État qu'il va falloir vous apporter une réponse. Je vais vous dire pourquoi. Il reste peu de temps avant la mise en place du certificat sanitaire qui aura lieu en juin. Donc, on a peu de temps. Et c'est un sujet, vous allez le voir, mes chers collègues, je vous lirai tout à l'heure en anticipation, et vous ne le répéterez pas, le texte avant qu'il soit présenté au Conseil des ministres. Donc, sous réserve de modification, et vous verrez que l'idée du pass sanitaire, ce n'est pas une idée, elle va avoir une traduction concrète, cette idée, dans le texte sur l'état d'urgence sanitaire qui sera présenté au Sénat au mois de mai. Donc voilà pour répondre à Régine Prato avec un engagement vis-à-vis du commissaire européen et puis une injection de rappel, pardonnez aux vétérinaires, de rappeler que les vaccins, ça nécessite parfois une injection de rappel au secrétaire d'État par rapport à l'engagement qu'il avait pris avec vous le mois dernier. Christian Barros,
qui, je crois, nous parlait du Congo de Pointe-Noire sur les aides aux entreprises françaises à l'étranger, notamment à celles qui connaissent des difficultés. Sur les aides aux entreprises en difficulté dans le cadre de la crise du Covid, c'est le vide. Et pourtant, nombre des entreprises que vous avez montées de toutes pièces à l'étranger sont des relais à l'exportation de produits français ou achètent des produits français. Certaines créent de l'emploi et de l'activité en France. La vérité, malgré les demandes insistantes de vos sénateurs, qui, dès le premier confinement, ont interrogé le gouvernement sur les mécanismes d'aide prévus pour les entreprises créées par les Français à l'étranger hors Union européenne, il n'y a toujours rien. La délégation aux entreprises du Sénat a adopté en décembre dernier le rapport préparé par notre collègue Jacky Deromedi, qui a tiré la sonnette d'alarme, car les faillites se multiplient. Il y a donc urgence. Il serait logique que soient étendues à ces entreprises les aides accordées aux entreprises exportatrices et qu'elles ne bénéficient pas simplement de micro-aides décernées à titre individuel au titre de secours d'urgence et non du fait des activités de nos chefs d'entreprise. Aucun des mécanismes n'a fait l'objet d'une expertise sérieuse, notamment des aides financières via l'AFD ou des garanties de type COFAS. Ce sont des pistes à explorer. À nouveau, seul le Sénat et nos familles politiques majoritaires dans cette Assemblée ont agi. Jusque-là, il y a un côté un peu imperméable à ces idées-là. Je voudrais simplement vous dire que nous allons travailler, et je vais saisir le rapporteur général en lien avec nos collègues sénateurs, pour la loi de finances rectificative, pour que nous puissions débloquer ces aides pour les entreprises françaises à l'étranger hors Union européenne. Je vous donne une date. Nous allons avoir des décrets d'avance, mes chers collègues sénateurs, je vous les annonce, dont débattront les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que nous allons manquer sur les lignes de crédit d'un certain nombre de milliards d'euros. Et nous aurions, fin juin, début juillet, une loi de finances rectificative. Je crois, je me tourne vers mes collègues sénateurs, que c'est le moment que nous préparions ensemble avec la commission des finances, je vois la tête de Renan par exemple, ou de Damien, il va falloir que nous préparions ensemble ces éléments et je vous prends un engagement, c'est que je vous aiderai dans cette démarche. Loi de finances rectificative, donc vous la notez, fin juin, début juillet au Sénat. Alors, je crois que c'est Balkis Kaouk de Dakar, c'est bien ça, qui nous a posé une question et peut-être que je ferai le lien avec une question de Michel Darroche, mais on y reviendra tout à l'heure, pour faire un point sur la Caisse des Français de l'étranger. Ça m'a permis de me replonger, pour tout vous dire, chère madame, un peu sur cette Caisse des Français de l'étranger. Je la connaissais un tout petit peu parce que ma fille a adhéré un petit moment à la Caisse des Français de l'étranger, au moment où elle était au Venezuela, une terre de sérénité, comme vous le savez bien. La CFE, et je crois que c'est une bonne chose, a modernisé et diversifié ses formules de paiement. Elle propose, via un prestataire bancaire, différents modes de paiement, le prélèvement automatique, le virement, la carte bancaire, voire le chèque. Selon les pays, la solution adaptée à chacun et à chacune peut être tenue. Il est toujours possible de modifier son mode de règlement. J'ai fait vérifier parce que je voulais un petit peu m'actualiser. La CFE a lancé un marché pour ses services bancaires. Dans ce cadre, elle compte développer de nouveaux moyens de paiement en ligne, qu'on va appeler PayPal. C'est en effet en poursuivant la diversification des modes de paiement que votre caisse pourra répondre au mieux à la situation de chacune et de chacun. La solution la plus simple est évidemment de disposer d'un compte bancaire en France. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que
il n'y a pas de droit au compte bancaire pour les Français établis hors de France, systématique, comme pour nos compatriotes. Et là, je me tourne vers mes collègues, on a un vrai sujet. Pour m'être occupé de ce dossier dans une vie antérieure, je crois que c'est le moment que nous le remettions sur la table. Je le pose comme, non pas une réponse aujourd'hui, mais comme quelque part un engagement que nous devons prendre. Alors, Michel Darwish a posé aussi le problème de la débancarisation. Je viens de l'évoquer. Je voulais lui dire aussi que disposer d'un compte bancaire en France, je viens de l'évoquer. Le président de la République avait pourtant engagé, je prends son discours en Côte d'Ivoire, puisque sur ce sujet, c'était en 2019, c'était il y a 1 an et demi, et la crise du Covid n'excuse pas tout. Le président, j'ai repris sa citation en regardant le dossier, j'ai demandé au ministre Bruno Le Maire non seulement de trouver une solution, mais de convoquer à cette fin les banques françaises. Il était normal que les Françaises et les Français ici soient amenés à aller vers des banques étrangères parce qu'ils sont abandonnés par les banques françaises. Fin de citation. Moi, je vais rappeler l'engagement de Dakar, de Côte d'Ivoire, pardonnez-moi, pour cet aspect des choses. Alors, vous avez posé une question, cher Michel Darwish, et qui est Barkhane. Et vous le savez, le Sénat suit avec une attention particulière l'engagement de Barkhane, le dossier du G5 Sahel. Nous avons même eu un débat, le seul débat qui existait a été organisé à l'initiative de notre commission des affaires étrangères et de la défense. C'est un débat que j'ai présidé, un débat important. Aujourd'hui, je peux dire, parce que sur ces sujets-là, le président du Sénat est j'allais dire coordonné, le désengagement n'est pas d'actualité. Quand je vous dis ça, c'est quelque part aussi un engagement de ma part à veiller qu'un jour vous ne découvriez pas en quelque sorte que quelque part nous procédons. Il y a des évolutions qui ont été faites, et je pense au sommet de Pau, puis au sommet récent de N'Djamena. J'ai moi-même reçu un certain nombre de chefs d'État ou de ministres des gouvernements du G5. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité. Alors, je pense, moi, personnellement, et je voudrais revenir sur cet aspect qu'on évoquait tout à l'heure, qui est l'affaire notamment du compte bancaire, parce que vos sénateurs, et notamment Christophe Frassa, ont saisi le gouverneur de la Banque de France. Il y a eu une réponse, une procédure en ligne a été mise en place pour faciliter l'exercice du droit au compte, et donc la création d'un compte, auprès le plus souvent d'une banque en ligne. Le gouverneur finissant par reconnaître que les personnes physiques souhaitant ouvrir un compte à titre privé ne présentaient pas, et je cite, un risque élevé en matière de blanchiment d'argent. Vous êtes tranquille, des citoyens honnêtes. Bon, moi, ça ne me satisfait pas, et je vous le dis tout de suite, je vais aussi saisir dans les prochains jours le président de la Fédération bancaire. Droit au compte, saisine du président de la Fédération bancaire, et comme le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, va bientôt venir me voir pour me faire son rapport annuel, je pourrai lui dire directement ce que je suis en train de vous dire ce soir. Voilà pour répondre à ces questions et à ces deux questions qui se recoupaient. Enfin, Martine Voron, et je m'associe aux pensées qu'elle a eues, j'évoquais nos compatriotes du Tchad, elle évoquait des choses encore plus douloureuses pour des compatriotes notamment de différents pays d'Europe et qu'elle a évoquées. Sur les difficultés de recrutement par les établissements d'enseignement gérés par l'AEFE, d'enseignement titulaire, notamment liées à
question sécuritaire ou à la question sanitaire, et à l'insuffisante revalorisation de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale. C'était bien ça votre question. C'est un sujet essentiel et peut-être plus particulièrement sensible dans la zone géographique avec laquelle je dialogue ce soir. Il a trait à la qualité de notre réseau d'enseignement à l'étranger, d'autant que les professeurs recrutés localement ne bénéficient souvent pas d'un effort complémentaire de formation. Donc, on est sur des sujets de qualité aussi d'enseignement. Je rappelais tout à l'heure que le nombre de titulaires diminue et que l'AEFE sert de variable d'ajustement budgétaire. Je viens d'ailleurs de désigner, pour représenter le Sénat, le président du Sénat, Roland Legleu, à l'AEFE. Je peux vous répondre sur la possibilité de maintenir à leur poste les professeurs titulaires qui leur souhaitent au-delà des 6 années. Là, je ne suis pas capable de vous répondre ce soir. Je vais regarder ce sujet, je ne le connais pas suffisamment. Mais je voudrais revenir sur la question du devenir du réseau d'enseignement français à l'étranger. Sujet majeur. Le temps où la gratuité devait être étendue aux Français scolarisés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger paraît bien lointain. C'était une volonté du président Sarkozy. Aujourd'hui, la situation, le président de la République a promis de doubler les effectifs d'ici 2030 du nombre d'élèves scolarisés dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Et pourtant, dans le même temps, je l'évoquais dans mon propos introductif, moins 33 millions de crédits en 2019, compensés en trompe-l'œil par une hausse fondée sur une reconduction partielle des moyens annulés précédentes. Et enfin, la baisse des crédits, les parents d'élèves paient plus cher pour un service d'éducation dont la qualité est moins garantie qu'auparavant. D'ailleurs, je suis un peu inquiet de voir que 10 à 20% des parents auraient, d'après les statistiques qui m'ont été présentées, choisi d'autres réseaux d'enseignement, notamment anglophones. Sur la question d'entretien des bâtiments, l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger avait fait ses preuves, même si un rapport de la Cour des comptes demandait d'y apporter quelques évolutions. À la place, après un temps de vide préjudiciable aux gros entretiens des bâtiments, le gouvernement paraît vouloir imposer un système de couverture qui ne sera que partiel, compliquera les démarches, sans associer les nouveaux élus et les élus à ce mécanisme. Dans l'état où sont nos finances publiques, je vous le dis franchement, je ne pense pas qu'on puisse revenir à la gratuité, mais il m'apparaît indispensable d'accroître l'enveloppe des bourses, et pas seulement le nombre de ses bénéficiaires, et de remettre à plat certains critères d'attribution des bourses. Il n'est pas cohérent de considérer comme un élément de patrimoine certaines dépenses pour l'acquisition d'une résidence en France. Je voulais vous le dire très clairement et vous le porter ce soir.